De quoi je me mail, François Sorel, 01net TV. Un grand merci d'être avec nous et bon week-end à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mail qui, depuis cette semaine, je vous le rappelle, est diffusé sur RMC tous les dimanches entre 6h et 7h et on salue tous ceux qui nous découvrent donc sur RMC, en FM partout en France mais aussi sur l'appli RMC et un peu partout et puis bien évidemment toujours de quoi je me mail sur YouTube, la version vidéo sur 01net TV et bien évidemment en podcast. Nous allons maintenant évoquer l'actualité de Google. Google qui a deux grands rendez-vous dans l'année pour communiquer à la fois auprès de ses développeurs mais aussi auprès de nous consommateurs. Google qui a donc réalisé il y a quelques jours à peine une conférence qui s'appelle Made by Google où pas mal de nouveautés ont été présentées. Et pour commenter ces nouveautés qui sont passionnantes, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Goumin. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être avec nous dans De quoi je me mêle. Vous êtes le directeur marketing de Google France. Très bien. Et on va découvrir avec vous un petit peu, cette boîte tentaculaire qui est Google. Alors on ne va pas évoquer tous les sujets parce qu'il nous faudrait, je pense, plusieurs heures, mais là on va se focaliser à la fois sur les téléphones puisque vous avez lancé de nouveaux téléphones, les Pixel 4. On va parler beaucoup de reconnaissance vocale qui est, on voit dans la stratégie de Google quelque chose de très important. Et puis le jeu vidéo aussi puisque vous vous apprêtez à lancer Stadia qui est un système de cloud gaming dans le jeu vidéo. On va tout vous expliquer. Mais pour débuter, Raphaël, je le disais, deux grands moments pour Google pour communiquer. Oui. C'est en général à la fin du printemps et donc à la rentrée avec à la fois les développeurs donc au printemps et puis là pour les consommateurs c'était il y a quelques jours. Exactement. Ouais. On a tenu cette espèce de grande messe justement qui vise à expliquer quels sont les nouveaux développements et tous les lancements qu'on a pu réaliser sur le sujet hardware, qui est une discipline assez nouvelle. Google est un acteur finalement assez jeune dans cette industrie. Ça fait 3-4 ans à peu près qu'on développe des produits et qu'on enrichit la gamme. Alors vous l'avez dit avec des téléphones qui sont signés Pixel et puis toute une gamme qui s'appelle maintenant Google Nest qui présente des enceintes connectées intelligentes, des écrans connectés intelligents et tout un lot de domotique. Et enfin, plus récemment, les services de cloud gaming qui viennent compléter cette offre. Raphaël, c'est un peu le sens de l'histoire que ces géants de l'Internet, que ce soit Microsoft ou vous, qui au départ étaient des spécialistes du soft, intègrent maintenant du hardware aussi et fabriquent des appareils. Vous pensez que c'est le sens de l'histoire ? Alors, en l'occurrence, pour Google, c'est quelque chose, je dirais, qui part d'un principe. On est effectivement une boîte de software, c'est ce pourquoi on est connu, et par ailleurs spécialisé dans l'innovation. Et à un moment, on s'est dit, peut-être qu'en combinant le meilleur du hardware, le meilleur du software et le meilleur de l'intelligence artificielle, on pouvait continuer de proposer de l'innovation qui permet de simplifier le quotidien des utilisateurs, des Français. Et donc, c'est ça le parti pris, le principe qui a motivé, je dirais, ce mouvement stratégique dans lequel on progresse depuis environ 3 ans. Il y a un deuxième élément structurant qui est qu'on arrive vers une nouvelle génération d'informatique. Vous connaissez comme moi ces photographies, on a vu les premiers ordinateurs qui occupaient littéralement toute une salle, puis on est venu vers des choses plus compactes, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, puis les mobiles. Et là, on est vraiment à la porte, au tout début d'une 4e génération d'informatique qu'on appelle l'informatique ambiante. Et cette informatique ambiante, notamment s'appuie sur des sauts technologies. L'intelligence artificielle est absolument décisive. Le cloud, on l'a évoqué, la réalité augmentée. Et tous ces éléments font qu'aujourd'hui, on est en mesure de proposer des nouveaux services, des choses qui n'étaient pas disponibles avant. Et c'est là où Google, je dirais, a un point de vue, a envie de proposer quelque chose de différent, toujours avec cette promesse de simplifier notre quotidien de la manière la plus sécurisée possible, toujours en contrôle avec ses données, et enfin la plus propre aussi pour la planète. Alors on parlera de sécurisation de données de vie privée, parce que c'est un sujet pour lequel on vous attend au tournant, c'est normal, puisque vous êtes une société gratuite, enfin en tout cas avec des services gratuits, vous vivez de la publicité, donc on va essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, mais en fait vous rejoignez le modèle d'Apple qui depuis toujours fabrique du hardware, fabrique son soft et propose la meilleure expérience possible. Donc l'idée aujourd'hui en fabriquant des téléphones, en fabriquant des enceintes, en fabriquant des Chromecast qui permettent de regarder la télé, etc., c'est de fabriquer un écran technique pour le meilleur de votre logiciel, en fait, c'est ça, en quelque sorte. Exactement, et aussi d'aller chercher, je dirais, des nouvelles innovations qui n'étaient pas rendues disponibles. Je trouve que le saut technologique, l'intelligence artificielle, c'est assez structurant. Pourquoi ? Parce que ça peut tourner notamment dans le cloud, ça peut tourner également sur l'appareil, et donc ça autorise des nouveaux usages qui n'étaient pas disponibles avant, et qui lance ou offre tout un lot d'innovations pour l'utilisateur final que nous sommes. Et donc c'est des vrais bénéfices qui n'étaient pas disponibles avant.
Alors donc, il y a eu cette semaine cette conférence, un Made by Google, Mmh. c'était, mardi dernier à Mmh. 16 heures à New York où, vous avez déroulé en fait votre roadmap comme on dit, hein, Mmh. le calendrier des produits, des nouveaux produits, Google qui sortent avec on va commencer par quelque chose quand même d'important, c'est, le smartphone parce que c'est véritablement un appareil qu'on a tous aujourd'hui dans la Mmh. poche. Donc depuis quelques années, Google fabrique ses smartphones, hein. Oui. C'est pas nouveau, hein, ça fait, pas mal de temps. Oui. Là, vous venez de sortir le Pixel 4. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques minutes, nous expliquer comment il se on va dire, il se démarque de la concurrence? Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, un smartphone, bah, c'est un appareil photo, c'est un Mmh. écran, un micro, et Android à l'intérieur. Tout à fait. Alors, le voilà, c'est le Pixel 4, donc effectivement, il vient de sortir. C'est la 4e génération, hein, de Mmh. Pixel. Et donc, c'est un appareil, Pixel, je dirais, qui a fait ses armes, notamment sur une excellence en photographie, qui est, je dirais, largement reconnue par les experts du marché et qui, propose une expérience de photographie tout à fait saisissante, basée notamment aussi sur la capacité à faire des traitements photographie par le logiciel qui améliore la qualité d'image. Donc ça, C'est-à-dire c'est juste, excuse-moi, je vous oui, coupe, mais pour qu'on comprenne bien, quand on appuie sur le déclencheur de l'appareil, oui, vous prenez pas qu'une photo, vous en prenez plein. Et exactement. en fait, après, il y a toute l'intelligence artificielle qui va en fait mixer toutes ces photos pour se dire bah tiens celle-là elle est mieux, etc. On va dire à des ouvertures différentes. Oui. Et vous prenez le meilleur de tout ça et on a une photo qui se veut être la plus belle en fait de toutes. C'est ça, C'est hein? exactement ça, c'est une technique qui s'appelle voilà, la photographie computationnelle. Et donc, effectivement, ce sont par des traitements algorithmiques qu'on arrive à enrichir et s'assurer qu'on a la meilleure photo au meilleur moment. Et donc, c'est très satisfaisant de pouvoir l'utiliser tous les jours parce que c'est difficile de rater une photo avec ce téléphone. La photographie computationnelle. Ah oui, je sais, c'est une nouvelle Ça, discipline en c'est quelque bien, sorte. on va la garder. Donc, la photo, premier point, avec cette particularité aussi, qui rejoint ce qu'on disait il y a un instant, Mhm. c'est que grâce au Pixel, on arrive à faire des photos dans des environnements hyper sombres. Et en fait, on redécouvre des photos. C'est vrai qu'en général, les téléphones portables ne sont pas très très bons en photo basse luminosité. Vous avez lancé une nouvelle mode, tout le monde s'y met maintenant, de la photo de nuit en quelque sorte, ou en mode sombre. C'est exactement ça. Ça s'appelle Night Sight. Ça a été lancé il y a un an à peu près. Et donc, ça permet de prendre des photos d'excellents rendus dans des capacités quasiment de pénombre. Et là, c'est justement les traitements algorithmiques, les traitements du logiciel qui nous permettent d'avoir un rendu avec des couleurs qui ont l'air authentiques. Vous savez, pas saturées, etc. Et donc, le résultat est tout à fait saisissant. Et alors, avec cet appareil-là, si vous mettez l'appareil sur un trépied, vous avez absolument la possibilité de prendre des photos de la Voie lactée. C'est assez saisissant. L'astrophotographie, on appelle ça. Je vous donne un nouveau mot. Non, c'est beau. C'est très assez beau. poétique, en effet. Et Cela donc, dit, à Paris, l'astrophotographie, c'est compliqué. alors, il y a un petit peu de luminosité, en effet. Ouais. Mais donc, voilà pour le Pixel. Donc, vraiment une excellence sur la photographie qu'on continue à porter, notamment pour les acquéreurs de Pixel 4. Mais ensuite, on porte ça pour les personnes qui étaient équipées des Pixel 3a, Pixel 3, Pixel 2. Donc, on arrive, je dirais, à proposer des mises à jour à peu près pour jusqu'à 3 ans lorsque vous avez fait l'acquisition d'un téléphone. Et pour le coup, là, on est mieux 10 ans. Et donc, autre élément, l'assistant. On a évoqué l'assistant, ces appareils permettent d'être commandés de plus en plus à la voix. Et donc, Google Assistant est parfaitement intégré à l'intérieur de cet appareil. Et donc, vous l'aviez dit à I.O., nous avions montré la nouvelle génération d'assistants. C'était une démonstration assez spectaculaire où on voyait une personne faire une démonstration et enchaîner des requêtes et des commandes à une vitesse absolument fulgurante. Ouvre un mail, envoyer, attacher une photo, mettre tel destinataire, voilà l'objet du mail, etc. Et on voyait l'appareil s'exécuter. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, le meilleur de la technologie qui permet d'autoriser des nouveaux usages. Ça n'était pas possible avant. Et donc, ils vont être portés sur le Pixel 4 très prochainement dès que les localisations et les développements sont finalisés. Pour qu'on comprenne bien, hein, c'est-à-dire que si vous avez déjà testé la reconnaissance vocale, on pose une question, mais après, il n'y a pas, en fait, l'appareil ne va pas comprendre l'intelligence d'une deuxième question qui va être liée à la première. C'est ça hein, dont Alors, vous nous expliquez. C'est ça, et c'est aussi, je dirais, d'avoir une séquence logique de commandes. Voilà. Ouvrir un mail, indiquer tel destinataire, Voilà. attacher une pièce Et jointe. ça, c'est nouveau. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et cette démonstration Donc, est en fait, c'est vraiment une reconnaissance vocale spectaculaire. à tiroir Absolument. logique parce que si on ouvre un mail, on va peut-être mettre le destinataire après l'objet, etc. Et donc
Là, la reconnaissance vocale, on va pouvoir dicter tout ça. Absolument. D'accord. Et là, il y a une vraie excellence, je dirais, de la reconnaissance vocale et de sa capacité, je dirais, à la traduire en action et en commande. Mhm. Parfois, il faut écrire du texte parce qu'on a écrit le corps du mail. Et parfois, lorsqu'on dit envoyer, il faut en fait appuyer sur le bouton envoyer et envoyer l'email, par exemple. Raphaël, avant de revenir sur ce sujet-là, juste un mot, et pour terminer avec l'appareil photo, la nouveauté avec le Pixel 3, c'est qu'il y a un deuxième objectif. On vous attendait vraiment là-dessus parce que autant le Pixel 3 était un téléphone Oui. qu'on appréciait beaucoup, Mm. mais il manquait en fait un zoom optique. Hein. Donc là, vous rajoutez cette fonctionnalité. Voilà, exactement. Donc, c'est sur le Pixel 4 pour le coup. Pardon, excusez-moi. Pas de Pixel problème. 4. Et C'était le 3 où il y en avait qu'un. En fait. exactement. Et donc là, on vient compléter ça pour avoir justement une largeur, je dirais, d'angle, de Pour prise attraper de la vue. concurrence, on va dire, On sur ce se- sujet-là. On vient compléter, je dirais, pour s'assurer que ce soit au niveau et que ça permette de répondre à tous les besoins et les cas de figure. On va revenir sur la reconnaissance vocale, mais pour terminer avec le smartphone, Oui. quelles sont les ambitions de Google en matière dans le domaine du smartphone? On voit qu'aujourd'hui que c'est un marché hyper concurrentiel, Oui. avec des géants, des Samsung, des Huawei, des Chinois qui arrivent en force. Il y a Apple qui, bien évidemment, vit sa vie avec son écosystème. Quelles sont les ambitions de Google? C'est toujours fidèle à cette ambition d'aller dans le hardware et de proposer des innovations le plus simplement possible pour les usagers. Donc la gamme Pixel, je pense, incarne assez bien ça, à la fois au niveau premium et au niveau de ce qu'on appelle du milieu de gamme, avec la gamme Pixel 3a, qui était celle que nous avions lancée un peu plus tôt cette année. Et donc de proposer des innovations, Mais on vous en a faites pas- évoqué Vous ne voulez quelques-unes. pas être un figurant dans ce domaine-là. J'imagine que vous voulez être un constructeur reconnu Oui. et qui vend des téléphones et qui en vendra de plus en plus. Voilà, alors on y va de manière très humble. Ça fait que D'accord. 3 ans hein, Mhm. finalement qu'on est dans cette industrie qui est effectivement, on apprend, hein, je dirais, on structure notre offre, D'accord. on ajoute des ingénieurs, on s'assure d'avoir les capacités de production qui vont bien, etc. Et donc on y va petit à petit et ça nous permet de proposer des innovations technologiques et c'est pas disponible ailleurs. Je vais prendre un autre exemple qui est disponible sur le Pixel 4, c'est cette capacité à gérer la gestuelle, les gestes. C'est une technologie qui s'appelle Soli, pour le coup, qui est une innovation, puisque seul Google la propose, et qui propose un radar autour de l'appareil, environ 60 cm, et qui permet de commander son appareil en bougeant Simplement en la bougeant main. la main. Simplement. Et donc ça, ce sont des innovations majeures, de rupture, pour le coup, qu'on expérimente à travers ces appareils. En premium lorsque c'est la gamme Pixel et dès qu'on peut, on essaye de les amener dans la gamme milieu de gamme où ça réduit le prix. Le Pixel 3a était à 399 € et propose un condensé de technologie à un prix qui pour le coup est bien plus abordable. Là, on est vraiment dans des sphères plus hautes. Hein. On est entre 700 et 900 €, voire pratiquement 1000 € pour les Pixel 4. Hein, on est Alors, d'accord, hein. le premier prix, c'est 769 €, qui pour le premium, finalement, est peu cher parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur les 2-3 dernières années. Le prix du premium s'est apprécié explosé, encore, a bien sûr. complètement explosé. Ouais, ouais. En général, on met 2 ans pour renouveler son téléphone. C'est-à-dire que si vous aviez acheté votre appareil il y a 2 ans à environ 800 € et que vous voulez le même niveau de finition, il faut maintenant mettre 1000 €. Et ça, pour le coup, c'est une position qu'on trouve dommage. Donc, on essaye de proposer quelque chose de manière plus abordable. Et là, en l'occurrence, c'est 769 € pour une finition tout à fait D'accord. premium. Ça, c'est pour le petit modèle. Voilà. Et pour le gros, on À flirte 800, avec les 1000 €. Voilà, parce que justement, la dalle est plus large. D'accord. Donc, Et on on est est à à quel prix 899 €. 899, pardon. Voilà pour les pixels. Un mot maintenant, on va revenir sur la reconnaissance vocale, qui est un sujet, les assistants vocaux qui est formidable. Alors évidemment, c'est disponible sur les téléphones, pas que sur les pixels d'ailleurs, hein, sur tous les téléphones Android. Hein, on a OK Google. Excusez-moi d'ailleurs si je réveille tous vos produits en disant ce mot, mais là j'étais un petit peu obligé. Votre volonté aussi, c'est de mettre en fait des assistants vocaux, pas que dans les téléphones, mais aussi dans la maison, avec des petits appareils. Ça, c'est arrivé il y a 2 ans, je crois. Hein. Vous avez commencé avec les Google Home. Pourquoi aussi cette stratégie de vouloir écouter en fait vos utilisateurs, enfin je dis écouter, mais en tout cas répondre à leurs requêtes partout dans la maison? C'est je dirais en faisant des focus group et en écoutant justement les besoins des utilisateurs qui nous disent qu'ils apprécieraient d'avoir un certain nombre de commandes ou de cas d'usage qui sont simples à effectuer par la voix. La voix, c'est quand même un organe tout à fait pratique quand on n'a pas besoin de taper, très efficace. Et donc, c'est tout à fait saisissant de pouvoir offrir des enceintes connectées, des écrans connectés qui sont intelligents et qui permettent d'être commandés simplement à la voix pour mettre la radio, afficher des photos, commander les lumières et toute sa domotique. Et donc, on voit un véritable engouement en France pour ce type d'appareil. Et donc, ça fait effectivement à peu près 2 ans qu'on a toute une gamme maintenant qui est régie par la marque Google
Google Nest. Et donc, on va voir effectivement différents appareils, différents prix et différents niveaux de finition qui permettent de simplifier votre quotidien, tout simplement. Nest, qui était une société que vous aviez rachetée il y a quelques années de cela, et qui fabriquait en fait des détecteurs de fumée, des systèmes C'est ça. Des voilà, caméras de caméras. sécurité, des Vous sonnettes intégrez connectées. Nest dans le wording, enfin la présentation des produits Google Home aujourd'hui, hein, c'est ça, hein. Tout à fait. Maintenant, il y a une marque, donc les deux ont été Un peu rassemblés. compliqué, il faut Voilà, qu'on- oui, je même sais. nous, hein, on a du mal un Je peu à... comprends. Google Nest, maintenant, c'est, je dirais, une suite de produits et de services qui permettent de simplifier votre quotidien à la maison. Raphaël Goumin, on voit qu'on a plein de gens qui ont chez eux des assistants vocaux et au bout d'un certain temps, ils s'en servent plus. C'est-à-dire que soit ils sont là à poser, ils s'en servent pas, soit ils terminent dans un tiroir. Est-ce que c'est pas la pire des, comment dirais-je, la pire des conclusions pour ce type d'appareil pour vous? Et est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? Est-ce qu'il y a plein de gens qui achètent vos produits et qui s'en servent pas, vraiment? Ou parce qu'on est au début de cette technologie, que peut-être on comprend pas trop encore quels sont les usages? Mais Alors, malgré tout, il y a plein de gens qui voilà, s'en servent pas autant que ça. et en toute honnêteté, je constate l'inverse, qui est que quand on est équipé et qu'on a réussi, je dirais, à trouver un cas d'usage, en général, on s'en sert. Parce que ça devient une habitude. Il faut trouver le cas d'usage. Voilà, parce que Il ne faut c'est pas plus brancher simple. ça, l'installer et se dire bah tiens, on va attendre de voir quand est-ce qu'on va s'en servir. Non, exactement, c'est ça. Et donc, voilà, si on prend l'habitude de lancer la radio le matin, d'avoir le bulletin d'information, de demander sa météo lorsqu'on est dans la salle de bain, si on prend l'habitude de noter sa liste de courses lorsqu'on est dans la cuisine, ou alors de contrôler eh bien, la lumière du salon, eh bien, finalement, on commence à s'habituer à avoir cette routine qui se met en place et qui est plus simple, en fait, qui enlève des irritants, des petites frustrations qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours et qui simplifie notre quotidien. La liste de courses, pense bête, qu'on oublie toujours dans la cuisine au moment où on va faire les courses. Et on se dit mince, alors que là, je peux le retrouver sur mon téléphone en un claquement de doigts. Bah voilà, c'est ces petites choses qui sont simplifiées et qui rendent le quotidien plus simple. Vous disiez que ça marche bien en France, mais il y a des pays où ça marche moins bien, ou il y a des pays où ça marche mieux? Alors, je pourrais pas vous dire sur les autres pays puisque en gros je dirais les différents acteurs, sont pas tous présents sur tous les pays. En France particulièrement, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'assistant Google, que ce soit d'ailleurs sur, la domotique, l'intérieur, la Google Nest ou sur les téléphones portables, suscite un engouement. C'est-à-dire que, on voit de plus en plus de gens qui apprécient la capacité de contrôler ces appareils à la voix, parce que c'était évidemment, très bien de pouvoir taper et ça nous a rendu beaucoup service, mais je rappelle qu'on parle beaucoup plus vite qu'on ne tape sur le clavier, et donc du coup, ça lève des irritants, ça simplifie l'accès à ces fonctionnalités. Alors, vous investissez énormément sur ce type d'appareil, hein, d'assistants vocaux. Vous n'êtes pas les seuls. Amazon aussi voilà, a sorti le rouleau compresseur et il va avec énormément d'appareils pour faire plus ou moins la même chose que vous, hein. Sauf que Amazon, évidemment, c'est le géant du e-commerce. Vous êtes le géant du moteur de recherche, entre autres. Est-ce que les deux vont pouvoir cohabiter? Et est-ce que c'est pas un peu compliqué pour les utilisateurs, les consommateurs, de se dire tiens, qu'est-ce que je fais? Je prends Google, je prends Amazon. Finalement, ça fait la même chose. Ça va éteindre la lumière, ça va me donner la météo, ça va me lancer de la musique, de la vidéo. Est-ce que c'est pas un peu compliqué pour l'utilisateur de se dire qu'est-ce que je fais? Je choisis Google ou je choisis Amazon? Il faut vraiment laisser le choix aux utilisateurs et donc essayer et voir celui qui correspond le mieux à ses besoins. L'assistant Comment Google... différencieriez-vous vos services par rapport à ceux d'Amazon? Bon, c'est difficile de faire un comparatif. Ce que je peux vous dire des assistants Google, c'est qu'ils sont connus pour avoir déjà une précision de reconnaissance. Alors ça paraît simple comme ça, mais l'ingénierie et la technicité nécessaires pour s'assurer qu'on reconnaît chaque mot, la syntaxe et votre intention à la voix, c'est énormément de travail et d'excellence d'ingénierie. Et donc, c'est pas évident de le prendre en défaut. Pour le coup, vous verrez que c'est assez fidèle la retranscription. Et donc, il y a peu de cas d'erreur. Donc, cette reconnaissance, c'est un plus. Et ensuite, il y a un écosystème qui vient avec l'assistant Google, puisqu'on peut commander des applications, on peut commander de la domotique. Et il y a énormément de marques aujourd'hui, je crois environ 3000 marques qui intègrent l'assistant Google. Plus de 30 000 appareils disponibles différents sur le marché qui permettent justement d'avoir ces cas d'usage qui sont riches et qui permettent de contrôler des applications à partir de l'assistant Google. Vous pouvez envoyer des mails, contrôler des photographies et vous pouvez également contrôler des prises connectées, des thermostats et tout un lot et tout un écosystème riche. Et c'est ça en fait qui fait que l'utilisateur in fine va trouver, j'espère, sa route et adopter. À nous d'être bons et au rendez-vous. Un mot sur la vie privée, forcément. C'est une question qu'on doit vous poser au quotidien, hein, Raphaël Goumin. Bien sûr. Il y a un micro sur ces assistants vocaux. Qu'est-ce qu'ils entendent et qu'est-ce qu'ils n'entendent pas?
La sécurité, c'est absolument décisif et on entend le besoin de transparence et de contrôle. Donc les ingénieurs travaillent à développer la roadmap et les produits, les fonctionnalités qui permettent d'être en contrôle. Il y a différentes possibilités qui sont ouvertes. La première, la plus bête et la plus simple, c'est je dirais un interrupteur qui permet de couper le micro, de couper la caméra si on le souhaite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la capacité en 2 clics d'accéder à son compte Google, quel que soit l'appareil. Vous tapez mon compte sur votre moteur de recherche et vous verrez que vous accédez à une interface qui vous permet de manière très simple, avec des mots très simples, pas trop de langage juridique, de comprendre qu'est-ce que j'ai confié comme information, qu'est-ce qui est regardé, etc. Et de bouger les différents paramètres en fonction de ses choix et de sa sensibilité. Et enfin, si vous avez la volonté d'effacer cet historique, c'est tout à fait possible. On a lancé ça il y a 3 semaines. Et donc, vous avez en 2 clics la possibilité soit d'effacer tout votre historique, soit de l'effacer de manière automatique tous les 3 mois, soit tous les 18 mois, soit de le conserver. Et donc voilà, on entend cette volonté d'être en contrôle, d'avoir la transparence sur ce que l'on confie. Et donc, l'utilisateur peut choisir et être maître de son destin. Mais qu'est-ce que vous enregistrez ? Je suis dans mon salon, je suis en train de discuter avec ma famille. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire ? Non, alors ce qui se passe, Voilà, c'est que... c'est pour qu'on comprenne bien. Bien sûr. Il y a le mot de démarrage, il y a Le mot magique. le mot-clé en fait. Le mot-clé, voilà, déclenche, je dirais, le fait de retranscrire la parole sous forme de texte mots, pour le coup et de l'envoyer ensuite donc sur les serveurs pour qu'elle soit traitée et que ça appelle une réponse. Mais ce qu'on a entendu également, c'est cette volonté parfois de pas toujours faire des échanges avec le cloud. Et on parlait tout à l'heure des enceintes intelligentes. Sachez qu'en général, 80% des cas d'usage sont des routines, on l'a dit. Donc on développe des nouvelles technologies et c'est ce qui a notamment été annoncé sur le nouveau petit Google Nest Mini, des nouvelles puces qui permettent de traiter sur l'appareil la commande. Donc on va essayer petit à petit d'entraîner... Là, on n'est plus obligé de se connecter à Internet et de renvoyer des informations pour que l'appareil comprenne ce qu'on est en train de dire, c'est ça ? Exactement, mais à la fois une nouvelle puce, plus de l'intelligence artificielle sur l'appareil, et donc c'est en local que la commande va être traitée. Vous voyez ? D'accord. Ouais. On peut imaginer que demain, ces assistants vocaux ne pourraient ne plus marcher sans Internet ? Alors, je ne pense pas parce que de plus en plus, on essaye de les faire fonctionner sur l'appareil. Il y a des fonctionnalités qui ont été lancées, notamment une fonctionnalité qui a été lancée sur le Pixel 4, qui est disponible en anglais pour le moment et bientôt en français, qui est une fonctionnalité de transcription du langage, qui est disponible en fonctionnalité offline. Donc, c'est l'intelligence artificielle. Je vous disais toujours le meilleur de la technologie, mais sur l'appareil et en local. Donc la sécurité, la vie privée, c'est quelque chose d'important. Puis de toute façon, si ce n'était pas important pour vous, vous vous tiriez une balle dans le pied. Absolument. L'idée, c'est que la plupart des gens utilisent vos services et de plus en plus. Hein. On est d'accord, c'est ça ? L'objectif, c'est de proposer une expérience la plus sécurisée possible. Et ce sont des investissements dans le software et aussi dans le hardware. Il y a une puce pour les experts qui s'appelle Titan M, qui est le meilleur condensé de sécurité qu'on peut offrir pour s'assurer de l'intégrité des données et que ça n'est pas facile à hacker. Raphaël Goumin, autre sujet intéressant, c'est le jeu vidéo. Alors là, voilà, c'est un autre chapitre de Google qui s'ouvre. Vous vous lancez donc avec Stadia dans le cloud gaming. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et quand ça arrive et comment ça va marcher ? Bien sûr, donc effectivement, le cloud gaming, qui est une nouvelle tendance de cette industrie, qui consiste finalement à calculer je dirais les images et le gameplay dans le cloud et de le streamer en local. Donc ça marche très simplement. Pour un utilisateur, il suffit simplement d'être équipé d'une Chromecast, d'une manette et d'un abonnement. Et ensuite, en branchant cet équipement sur son téléviseur ou alors sur tout autre appareil, puisque c'est ça l'avantage, c'est qu'on fait fi un peu des contraintes physiques. On peut jouer sur le téléphone, on peut jouer sur l'ordinateur. Et bien, on a la capacité de jouer à ce qu'on appelle des jeux AAA. Alors, AAA, c'est le meilleur des jeux. Et donc, il y a un catalogue de jeux qui viennent de sortir. Hein. C'est vraiment le top du top. Absolument. Et donc, on peut jouer avec différents paramètres à partir de plein d'appareils et d'écrans différents. Avec une qualité d'image qui peut monter jusqu'à la 4K. À la 4K, 60 frames par seconde pour les experts, du son Dolby 5.1. Alors pour la version la plus avancée, donc ça, il faut être, je dirais... fibré. Fibré déjà, une bonne connexion. Et aussi, il faut acheter un abonnement qui est l'abonnement... oui, parce qu'il y a un abonnement qui est gratuit, je crois. Hein. Il y a des services gratuits. Oui. Et après, qu'est-ce qu'on paye en fait ? On va payer les jeux ?
Il y a différents modèles économiques qui sont proposés. Il y a un abonnement qui permet d'accéder à un catalogue de jeux et justement à ce que j'évoquais, à savoir le meilleur de l'expérience. Et il y a aussi des expériences plus gratuites, je dirais, qui permettent d'accéder à un petit catalogue de jeux. Gaming, Voilà, pour le coup, c'est plus léger. On peut aussi acheter le jeu à l'unité si nécessaire. Et donc, voilà. Mais les jeux AAA coûteront le même prix que sur PlayStation 4 ou sur Xbox, ou ils seront moins chers? Alors, j'ai pas encore d'informations sur les prix. Je crois que ça va être annoncé très prochainement, puisque donc le service est mis à jour est lancé officiellement le 19 novembre. Les précommandes sont encore disponibles. Et donc, voilà, si vous souhaitez être les premiers à tester, vous pouvez. Et vous serez servi dès les premiers. Ça coûte une centaine d'euros, je crois. C'est ça, un petit peu plus, 129 euros. Et on peut jouer donc sur n'importe quel appareil, et aussi sur d'autres appareils autres que Google. Par exemple, je pourrais jouer sur mon iPad ou sur un PC, n'importe quoi. Alors, ce qui est assez fantastique, c'est qu'on a essayé l'autre jour, on m'a montré ça. On était sur un vieil ordinateur, mais qui avait le navigateur Chrome. Et donc, du coup, ça tournait. C'est ça qui est fou. En fait, c'est simplement, il faut la fibre, toutes les données passent par le navigateur. On n'a pas besoin de puissance sur l'ordi, c'est ça? Voilà, exactement. On stream, en fait, c'est cette logique de cloud gaming. On stream le flux de vidéos. Raphaël, vous disiez tout à l'heure que vous y alliez humblement dans les smartphones. Là aussi, il faut être humble, parce que vous arrivez dans un marché qui est hyper costaud, avec Sony, avec Nintendo, avec Microsoft, qui font du jeu vidéo depuis de nombreuses années. Donc là, vous y allez tranquillement. Vous allez essayer de convaincre les utilisateurs que Google peut être sérieux dans le jeu vidéo? Absolument. Parce qu'en plus, ce sont des utilisateurs qui sont très exigeants, les gamers. Alors, évidemment, il y a des gens très exigeants. Enfin, tous les utilisateurs sont très exigeants en général. Mais les gamers, ils sont passionnés, quoi. Non, absolument. Et donc, on y va humblement. Effectivement, c'est une nouvelle discipline. C'est un saut technologique et un saut industriel important. Je veux dire, le cloud gaming, c'est quand même un changement de paradigme par rapport à ce que l'on a connu avant, où on avait sa console, etc. Et donc, effectivement, on y va humblement. On va tester tout ça. On croit beaucoup dans le potentiel de cette technologie. On croit beaucoup dans les capacités qui sont autorisées demain, puisque le fait de déconnecter va forcément proposer, je dirais, ou offrir la possibilité aux éditeurs de jeux d'offrir des gameplays, des expériences de jeux plus riches, imaginez, mises à jour, plus dynamiques. Et ça, donc, on a hâte de pouvoir offrir ça aux différents utilisateurs. Voilà, ça arrive le 19 novembre. Merci beaucoup, Raphaël. Je vous remercie. Raphaël Goumin, directeur marketing de Google France. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Que vous soyez sur la radio le dimanche matin ou en podcast, en audio sur rmc.fr ou en vidéo sur 01nettv.com ou sur la chaîne YouTube. Merci d'être là. On se retrouvera bien sûr vendredi prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle, François Sorel, 01net TV.